Présidentielle prévue le 11 avril 2021, opposition et représentants de la société civile mettent en garde contre un scrutin déjà joué d'avance. De son côté, le pouvoir en place, incarné par le président Patrice Talon, qui arrive à la fin de son premier mandat, tente de mobiliser son électorat. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. À moins de 5 mois de la présidentielle du 11 avril 2021, le président Patrice Talon a décidé d'aller au contact des populations. L'objectif visé est de constater les réalisations dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG, recueillir les appréciations et les attentes de ses concitoyens. Patrice Talon a opté pour une tournée nationale par voie terrestre. Dans certaines communes visitées, le chef de l'État a tenu des discours sur le bilan de sa gouvernance depuis 2016. Il n'a pas manqué de faire des promesses et de prendre des engagements. Il a le devoir d'aller communier avec ce peuple à tout moment. C'est une occasion pour moi, en tant que chef de parti, de saluer l'humilité du président, de ne pas vouloir faire comme les autres et de se mettre dans la peau du bas peuple pour évaluer son action. Le pays est en chantier à travers le programme d'asphaltage des artères urbaines, la construction de stades, de routes et des chantiers d'infrastructures marchandes. Au plan social, la gouvernance du chef d'État fait polémique malgré l'annonce de création de 800 000 emplois, chiffre attesté par le directeur général de l'Institut national de statistique et de l'analyse économique INSAE. Sont également pointés du doigt le licenciement tous azimuts d'employés, la privatisation de sociétés d'État, la limitation du droit de grève, la loi sur l'embauche, la précarité des aspirants enseignants. C'est l'avenir qui le déterminera le mieux, que malgré tout, malgré les restrictions qui ont été apportées, des partenariats se sont noués dans certains secteurs entre le gouvernement et les principales centrales syndicales pour gérer aussi conjointement que possible les problèmes qui ont cours et les défis auxquels il faut faire face pour notre pays. Perçu comme assez distant du bas peuple, de nombreux observateurs estiment que sa tournée nationale peut coûter sa popularité. Rappelons que ce périple a démarré le 12 novembre 2020 à travers la visite de 3 communes, notamment Savè, Tchaourou et Parakou. Le Kenya revient sur une page douloureuse de son histoire pour tenter de rendre justice aux victimes disparues lors des violences post-électorales de 2007-2008. Le département des enquêtes criminelles annonce vouloir mener une enquête sur la crise post-électorale qui a fait plus d'1 millier de morts. Gladys Mamba. Là où la juridiction internationale a échoué, la justice kenyane prend le relais. Le département des enquêtes criminelles a décidé de rouvrir le douloureux chapitre des violences post-électorales de 2007 à 2008 qui avait fait plus d'1 millier de morts en examinant 72 meurtres. Des investigations pour situer les responsabilités grâce aux témoignages recueillis de victimes et de familles des disparus. Nous sommes absolument déterminés à faire en sorte que le plus grand nombre possible soit face à la loi. De cette façon, nous envoyons un message. Ne pensez pas que cette investigation se passera de la même manière qu'elle a pu se faire dans le passé. Au total, nous avons environ 118 déclarations enregistrées à ce jour. Total, we have around 118 cases registered today. Les allégations d'expulsion forcée et d'incendie criminel feront également l'objet d'investigations et pour cause, près de 35 000 personnes auraient été déplacées dans les combats de 2007 à 2008 qui ont éclaté après que Raila Odinga, alors chef de l'opposition, ait accusé le parti du président de l'époque, Mwai Kibaki, d'avoir volé les élections. L'une des pires pages de l'histoire du Kenya. Quand j'ai essayé de rentrer, il y a eu beaucoup de tensions pendant environ 4 ans. Je ne pouvais pas retourner là où je vivais. Je devais vivre ailleurs, et même maintenant, je n'y vis pas à cause de la peur. 6 responsables kenyans avaient été inculpés devant la Cour pénale internationale pour leur rôle présumé dans les violences interethniques meurtrières, parmi lesquels figurent l'actuel président Uhuru Kenyatta et le vice-président William Ruto. La procédure menée par la CPI à partir de 2010 pour crimes contre l'humanité avait abouti à l'abandon des poursuites en 2016, faute de preuves suffisantes. Une situation toujours préoccupante en Éthiopie où le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé samedi 28 novembre que l'armée fédérale a pris, je cite, le contrôle de Mekele, la capitale du Tigré.
Fin de citation, une étape décisive de l'opération militaire entamée dans cette région dissidente. Pour l'heure, les responsables tigréens n'ont pas réagi à ces déclarations qui interviennent quelques jours après que le chef du gouvernement ait ordonné jeudi à l'armée d'enclencher la dernière phase de l'intervention démarrée le 4 novembre en ciblant Mekele, fief des dirigeants du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. Aucun bilan précis des combats n'est disponible jusqu'à présent, mais l'International Crisis Group estime que plusieurs milliers de personnes sont mortes dans les combats. L'économie tchadienne est toujours au bord de l'asphyxie. Le Tchad fait face à une grave crise économique avec des finances publiques au plus bas depuis la chute des cours du pétrole amorcée en 2014. Le pays, qui est assisté depuis quelques années par le FMI, s'est lancé dans une série d'économies drastiques, une politique d'austérité pour répondre aux défis de la diversification à travers notamment le renforcement du secteur de l'élevage. Joël Maribalo. Au Tchad, les autorités veulent maximiser les recettes générées par l'exportation des bétails sur pied grâce au poste de sortie transfrontalier initié par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS. Le gouvernement compte sécuriser les recettes de l'État et contrôler les échanges commerciaux de bétail avec les pays voisins. Désormais, les animaux destinés à l'exportation doivent être déclarés à ces postes de sortie et examinés par les vétérinaires avant de transiter. Avec ce poste, il y a un pôle de concentration de l'administration sur place. On va venir, il y a un poste vétérinaire pour faire d'abord consulter le bétail qui traverse pour voir s'ils sont en bonne santé. Il y a également la question de l'administration, les trésors publics ou je sais pas, la douane qui sont là. Tout est sur place. C'est comme un guichet unique d'exportation de bétail. On vient, on rentre, on paye tout, on s'acquitte de toutes les obligations qu'il faut de la part de l'État et mettre ces animaux en quarantaine dans un grand parc, les soigner et puis l'exporter. C'est aussi ça, exporter la viande de bonne qualité. Ça, on ne le faisait pas auparavant. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Pour sécuriser la commercialisation et les transits sur pied des bétails, ainsi que garantir la santé des animaux destinés à l'exportation, le gouvernement et ses partenaires à travers PRAPS ont construit une dizaine de marchés modernes et des postes vétérinaires tout au long des corridors jusqu'aux frontières avec les pays voisins. Environ 70 puits d'eau et 60 mares artificielles pour l'abreuvage des animaux ont été construits sur le couloir de transit pour faciliter l'exportation. Pour nous, le fait que le Marshall s'est battu pour qu'il y ait l'existence de ces projets dans le pays, ça prouve combien de fois l'intérêt qu'il porte donc, pour le monde rural. Le PRAPS a construit des ouvrages, beaucoup d'ouvrages, mais la pérennisation doit être au cœur donc, de la politique de notre administration, surtout l'administration décentralisée. Les bénéficiaires à qui on a remis il n'y a pas longtemps des clés par rapport au marché à bétail, le puits, le comité de gestion des puits, les stations pastorales, toutes ces infrastructures-là doivent être pérennisées. Pour rappel, le gouvernement tchadien a entrepris depuis 2016 le processus de la diversification de son économie en accordant une place importante à la modernisation et la transformation de ses ressources animales, estimées à environ 110 millions de bétail, toutes espèces confondues. La CEMAC lève plus de 2000 milliards de francs CFA à la suite des discussions menées à Paris autour du financement de projets d'infrastructures, de transport et d'énergie dans la région Afrique centrale. Et au total, 11 projets intégrateurs jugés prioritaires sont concernés. On fait le point avec Philomène Tine. Le Cameroun, principale locomotive de la région d'Afrique centrale, ne bénéficiera que de 20 milliards de francs CFA sur les 308 milliards de francs CFA que la Banque de développement de l'Afrique centrale s'engage à injecter dans la mise en œuvre des 11 projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Néanmoins, le pays est impliqué dans 7 des 11 projets retenus. Les 20 milliards débloqués en faveur du Cameroun par la B2AC, de mon
mon point de vue, ne constitue pas la plus faible des cagnottes. En fait, les 308 milliards qui avaient été prévus ne relevaient que des prévisions envisagées par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pour pouvoir les mobiliser et les mettre au service des projets intégrateurs qui ont été listés dans le programme. 2492 milliards de francs CFA est l'enveloppe qui a été mobilisée par la commission de la CEMAC au cours d'une table ronde des investisseurs organisée les 16 et 17 novembre dernier pour la réalisation des 11 projets au sein de la CEMAC. La Banque de développement de la CEMAC estime que près de 2670,28 milliards de francs CFA sont nécessaires pour le financement de ces projets. Les projets intégrateurs, c'est ça qui manque le moins ici au niveau de l'Afrique centrale. Mais ce qui fait le plus problème maintenant, c'est les financements. Donc un projet dont la mise en œuvre a besoin de 5 000 milliards. Si vous finissez par débloquer 200 millions, 300 millions, 400 millions d'euros, c'est uniquement pour les études. Et puis la mise en œuvre va encore attendre au niveau des projets intégrateurs dans la sous-région Afrique centrale. Les projets intégrateurs de la zone CEMAC portent pour l'essentiel sur les corridors régionaux de transport, la production de l'interconnexion énergétique, le marché unique, la libre circulation des biens, des services et des personnes et le capital humain ainsi que la diversification économique. L'élection du président de la CAF est prévue le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. 4 candidats sont en lice. Le vote est plus que jamais attendu, surtout depuis que la commission d'éthique de la FIFA a décidé de suspendre le président de la Confédération africaine Ahmad Ahmad, notamment pour détournement de fonds. Ahmad Ahmad qui n'est donc plus engagé dans la course pour la présidence de l'institution. José Douglas. Personne ne connaît pour le moment l'issue finale du vote à la présidence de la CAF le 12 mars 2021. 4 candidats se sont déclarés ainsi que le président sortant de l'institution du football africain, M. Ahmad Ahmad, qui vient d'écoper d'une suspension de 5 ans par la FIFA pour plusieurs manquements éthiques, dont des détournements de fonds. Est-ce une surprise vraiment selon certains spécialistes ? Pour moi, la décision de suspendre le président de la Confédération africaine de football n'est pas une surprise. Rappelez-vous que le personnage a été arrêté, apparaît lors du congrès de la FIFA il y a un an de ça. Il a été carrément gardé en garde à vue. Donc, je pense que la décision est suite à un dossier qui a été instruit pour la FIFA. Mais voilà, M. Ahmad Ahmad a saisi le tassant, déclarant que la décision n'a pas été rendue de façon juste et impartiale. L'appel de M. Ahmad Ahmad, qui sera sorti d'une demande d'effet suspensif de la décision de la FIFA. Les autres candidats, quant à eux, ont tous le potentiel pour diriger la CAF, une élection qui aura lieu à Rabat. Tout d'abord, Jacques Anouma, 70 ans, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, ancien cadre d'Air France et de Renault, déjà candidat en 2013, il avait été défait par Issa Hayatou. Ahmed Yahya, qui est lui le Benjamin des candidats, à 44 ans, le Mauritanien veut développer les revenus de la CAF, mais aussi le football féminin, un homme apprécié par la FIFA et son président Gianni Infantino. Le Sud, Patrice Motsepe, 58 ans, actuellement président des Mamelody Sundowns, et dispose d'une assise financière confortable, milliardaire depuis 2003. Il est la 10e fortune d'Afrique. Et Augustin Senghor, sénégalais de 56 ans, président de sa fédération, un candidat respecté de tous pour son action dans le monde du football en Afrique. Et il a déclaré pour sa candidature que je suis candidat pour diriger la CAF pour les 4 prochaines années, menant à l'horizon 2025. Cette décision est la conséquence d'une conjonction de différents facteurs. Tout d'abord, je dois dire qu'un grand nombre de présidents de fédérations m'ont sollicité avec beaucoup d'insistance durant les jours précédant la date limite pour que je porte ma candidature au plus haut poste de l'instance dirigeante du football continental. Une élection sur laquelle nous reviendrons avec ses enjeux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.